Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la psychologie des profondeurs. Mais aujourd'hui, on va rester un petit peu en surface. Le thème du jour, c'est la persona. Extrait vidéo. You sure you know what you're doing, buddy? I'm sure. Then do what you gotta do. Sure you're not gonna miss this guy? When he's gone, all that's left is me. Marlo! Okay. Eh bien, je pense que tout le monde aura reconnu l'extrait, enfin la fin du film The Mask avec Jim Carrey et Cameron Diaz de 1994. Eh bien, ce film, en fait, la fin va nous intéresser pour comprendre un petit peu une certaine dynamique, et je pense qu'on peut faire une analogie avec la psychologie des profondeurs et l'histoire. Pourquoi? Eh bien parce qu'à la fin, le héros, si vous regardez bien l'extrait, le héros se sépare de son masque. D'accord? C'est comme si voilà, il avait utilisé une personnalité forte, un masque fort, pour arriver à transformer sa vie, à changer sa vie, et je pourrais même dire à retrouver son anima, qui est représenté par la fabuleuse Cameron Diaz. Donc à retrouver le contact avec son anima, à réintégrer l'anima, et grâce aussi à l'anima, parce qu'on voit bien qu'à un moment c'est Cameron Diaz qui jette le masque, hein, qui aide donc le héros à jeter le masque, eh bien, il arrive à redevenir lui-même une autre personne, et on peut même penser et suggérer qu'en fait, il a intégré la persona, mais il s'est transformé, il est devenu une personne meilleure. Eh bien, ce processus de transformation, cette alchimie intérieure, c'est ce que Jung appelait l'individuation. Et bien, c'est pas complètement faux, hein, ce qui est montré dans le film, dans le sens où, au niveau des mécanismes, on peut même dire que ça correspond bien à la réalité. Alors pourquoi les films comme ça nous parlent? Eh bien parce que justement, ils sont basés sur des choses réelles. On retrouve ces mécanismes dans les contes, on retrouve ces cheminements dans les histoires, le héros affronte le monstre, voilà, il fait face à comment dire, à ses peurs, il doit les dépasser, voilà, il y a des confrontations, des réunifications, des transformations, il y a des processus de mort, de renaissance qui apparaissent. Et toutes ces choses-là, en fait, on peut les voir comme des espèces de projections de la vie intérieure de la personne. Et il y a plein de films comme ça qu'on peut examiner d'un point de vue, on va dire, psychologie des profondeurs, et du coup voir qu'en fait, eh bien, bon, bah, ce sont des fictions, bien entendu, mais dans ces fictions, il y a quand même, on va dire, une part de vérité, une part de ce quelque chose qui nous touche et qui nous parle, parce que tout simplement, bah, nous vivons aussi comme ça, et c'est comme ça aussi qu'on peut donc s'identifier au héros. Eh bien, c'est pas anodin non plus que je vais choisir un film, parce que dans un film, eh bien, les acteurs doivent rentrer dans la peau d'un personnage, ils doivent mettre un masque, ils doivent donc jouer une personnalité qui n'est pas la leur. Eh bien, la persona, on va nous parler un petit peu de ça, justement. Donc ce concept que Jung a mis en place est, on va dire, le pendant extérieur de l'ombre.
vous avez l'ombre à l'intérieur de nous, dans notre subconscient, notre inconscient, et la persona également aussi dans notre inconscient, mais plus à l'extérieur. Elle fait office d'intermédiaire entre nous-mêmes et le monde extérieur. Persona, ça veut dire porter la voix, et ça représentait en fait les masques utilisés dans l'Antiquité grecque, pardon. Et donc les acteurs portaient des masques pour incarner différents rôles. Eh bien nous aussi en fait, sans que nous en rendons compte, nous portons des masques. Plusieurs masques. Et cette identification passe par une identification de notre corps, à la fonction sociale que nous avons, et au rôle en fait que nous avons de manière générale dans la société. Eh bien, cette persona se construit au fur et à mesure du développement de l'individu et elle a un rôle essentiel. Elle permet d'être un mécanisme tampon, de nous protéger dans le moment où il faut nous protéger, et d'avancer, on va dire, dans la vie. Le problème, c'est quand la persona devient l'objet d'identification du moi, c'est-à-dire quand le moi, la personne, s'identifie à sa persona. Donc, s'identifie à sa fonction sociale, à ses possessions ou à son statut. Et là, on a ce qu'on appelle l'inflation du moi, un moi gonflé, et apparaît ce qu'on peut nommer un ego, quelqu'un qui a un ego. Et cette personne qui a donc ce moi infatué, gonflé, eh bien, il y aura toujours en arrière une ombre, quelque chose de caché qui sera là, et qui donc, comme je vous expliquais, on va dire le pendant intérieur de la persona. Alors, concrètement, en quoi ça nous intéresse ? Bien, concrètement, ça nous intéresse parce que justement, c'est un outil essentiel de prise de conscience de nous-mêmes. Et je vais vous citer une citation de Jung. Jung disait « La persona désigne ce que chacun représente pour lui-même et pour son entourage, mais non ce que chacun est. » Ça veut dire qu'en fait, la persona est une construction psychique, mais ce n'est pas le moi, ce n'est pas le sujet de la conscience. Nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas notre fonction sociale, nous ne sommes pas nos possessions ou les différents outils que nous pourrions avoir. Jung parle notamment du ténor qui s'identifierait à sa voix ou du cordonnier à sa fonction. Voilà. Bon, on peut citer plein d'exemples comme ça. Mais c'est vrai que bien souvent, la société est structurée de telle façon que pour accéder à certaines personas, on va dire, fortes, eh bien, il faut des années de labeur, de difficultés, et bon, mais quand la personne y arrive, bien entendu, elle s'y accroche, voilà, elle s'y accroche. Mais pour autant, ça ne reste qu'une représentation sociale, ça ne reste qu'une fonction sociale. Ce n'est pas elle-même. C'est vraiment ça la différence fondamentale. Ce que vous êtes, ce que vous incarnez, n'est pas ce que vous êtes sur le fond, en vérité. Et dans le processus que Jung appelle d'individuation, c'est-à-dire le processus de transformation où la personne redevient un individu libre, un foyer créateur, un individu libre mais en même temps inclus dans la société, eh bien il doit prendre conscience de ce mécanisme de projection qui s'appelle la persona. Il doit prendre conscience qu'il porte un masque. Et il doit éviter de trop s'identifier à sa fonction ou à ce qu'il possède ou au rôle qu'il a dans la société de manière générale. Les impacts au niveau de la psychologie et au niveau de l'équilibre psycho-émotionnel sont, à mes yeux, énormes. C'est énorme. Ça rejoint complètement en fait ce que les bouddhistes nous expliquent quand ils disent que le piège, c'est quand on s'attache et quand on s'identifie à notre corps et à nos possessions matérielles. Parce que en vérité, tout cela est sujet à une loi qui s'appelle l'impermanence, et tout se transforme, rien n'est immuable en vérité, le corps change, les possessions matérielles peuvent disparaître du jour au lendemain, notre fonction sociale aussi. Et donc, quel est l'intérêt de trop s'identifier à tout cela? C'est ça la question. Mais si vous êtes confronté effectivement à quelqu'un face à qui vous vous sentez petit, c'est quelqu'un qui vous avez l'impression de vous sentir écrasé, vous voyez, vraiment écrasé par la stature ou la fonction ou les possessions matérielles que la personne peut avoir. Eh bien, dites-vous que c'est vrai, effectivement, dans un certain sens. Mais dans un autre sens, tout ça n'est qu'un jeu en vérité. Parce que cette persona est tout simplement identifiée à sa persona, et au fond d'elle, elle est comme vous, en fait. On est tous pareils. On souffre tous de la même façon, on a tous nos problématiques intérieures, nos complexes, voilà, on a tous une ombre, on a tous une face cachée. Eh bien, et on a tout intérêt à accepter et à intégrer tout ça.
Et donc travailler sur la persona, c'est véritablement d'abord se poser des questions sur à quoi je m'identifie, à quelle étiquette je m'identifie. Parce que j'ai parlé du corps et des fonctions sociales, mais ça peut aussi être des étiquettes religieuses ou des étiquettes politiques, des choses comme ça, bien sûr. Jung donnait un exemple aussi, il disait notamment que voilà, on est dans une société qui, soi-disant, n'a plus de Dieu, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus polythéiste, voilà, bon, de manière générale, bien entendu, parce qu'il y a des gens qui sont croyants. Mais il disait cette phrase qui était intéressante, il disait en fait les dieux aujourd'hui ont changé de forme, en fait, psychiquement et psychologiquement parlant, ils sont toujours là, mais ils sont en isme, vous voyez? Et du coup, on met sur un piédestal des concepts, des théories, des façons de voir, des mécanismes politiques ou autres, comme si c'était vraiment ça qui était au-dessus du reste, et du coup vous avez des guéguerres entre ces différentes on va dire ces différentes allégeances. C'est assez marrant de voir ça, quoi. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, moi je suis parfaitement d'accord avec Jung. En fait, la déification de certains concepts ou de certaines approches ou de certaines doctrines de manière générale, et c'est carrément un truc déifié, quoi. C'est carrément comme si on est face à quelque chose de divin, hein. Vous voyez, il y a des gens pour qui effectivement, bien, l'argent c'est une obsession, hein, voilà. Mais il y en a bien d'autres. Tout ça, ça nous amène vraiment à nous poser des questions, en fait. Et moi, bien voilà, comme vous avez compris, hein, le but de la démarche philosophique aussi, c'est cette remise en question de manière générale, et le concept que Jung amène avec la persona est essentiel. Est essentiel déjà pour prendre du recul par rapport à soi-même, et ne pas trop s'identifier à son corps, à ses possessions matérielles, à sa fonction sociale, à son statut. À vrai dire, tout ça, c'est qu'un jeu. C'est comme une espèce de grande comédie, la société, en fait. Et vous avez des masques, des personnages qui sont en guéguerre perpétuelle, vous voyez, c'est qui voilà, parlera le plus fort, ou sera le plus fort, ou aura le plus d'argent, le plus de pouvoir, et puis bon, mais ça continue, enfin, ça n'arrête pas, c'est constant, quoi, hein. Et donc, il faut prendre conscience de ça, et il faut nous extirper de ça pour nous sentir mieux, tout simplement, pour préserver notre équilibre psycho-émotionnel. On a tout intérêt à relativiser cette persona et à l'utiliser, à la limite, de façon judicieuse, mais de façon consciente. En l'utilisant, on va dire qu'on va l'intégrer. Et puis, du coup, on va moins être bloqué par les mécanismes à l'inconscient, les mécanismes de l'ombre. Donc c'est vraiment tout ça que le concept, la persona nous amène à prendre en considération, et c'est vraiment, vraiment essentiel. Parce que dans une démarche de développement intérieur ou développement personnel, peu importe comment on l'appelle, eh bien, il faut prendre en considération ce genre de choses, parce que ça va nous amener à développer des qualités en nous, des qualités d'humilité, des qualités de détachement, des qualités d'intégrité. Et ça va nous éviter beaucoup d'écueils dans les relations humaines, ou même comment on vit les choses, comment on vit notre vie. Parce que bien souvent, en fait, je pense que on est bloqué vraiment dans une société où il faut de la réussite, il faut il faut de la performance, de la compétitivité. Les personas sont vraiment, mais on est pratiquement dopé, quoi, à faire ça. Et ça pose des soucis, ça c'est clair. Et d'un point de vue naturopathique, pour nous, ça va pas du tout, je veux dire. Enfin, pas que pour nous, quoi. Tout le monde le sent, là, je veux dire. Vous voyez, on est à la rentrée, là, et puis on sent que c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus fatigués, et voilà. Mais c'est parce qu'on tire de plus en plus. Alors, bien entendu, on peut pas s'extirper comme ça de ce système. On a tous besoin de travailler, on a tous besoin de gagner notre vie, gagner de l'argent, hein. Là, il n'y a aucun souci là-dessus, au contraire. Mais disons qu'on peut se positionner par rapport à cela de façon différente. C'est ça, en fait, on va dire une des clés. C'est vraiment se positionner par rapport à ça de façon différente. Et donc, du coup, de prendre de la hauteur. D'appliquer ce qu'on appelle la vipassana, donc la pratique de l'attention juste, ou le mindfulness, qui est assez en vogue aujourd'hui. Appliquons-le par rapport à ça, et observons qu'effectivement, vous mettez juste une étiquette, vous mettez juste un masque, vous enfilez juste une blouse, pour travailler dans un laboratoire, ou pour travailler dans un magasin, je sais pas, mais à l'intérieur de vous, ça ne vous définit pas, ça ne vous définit pas qui vous êtes. Et on peut critiquer effectivement ce que fait la blouse, ou ce que vous faites dans votre travail, ou les résultats que vous avez, ou on peut vous évaluer par rapport à votre succès extérieur, mais ça ne vous définit pas par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur.
Et c'est tout ça, en fait, l'individuation, c'est véritablement l'accomplissement de soi-même, quoi. C'est vraiment se retrouver avec soi-même et s'accomplir en tant qu'individu. Et on ne peut pas s'accomplir en tant qu'individu de manière globale si on est trop dépendant des conditions extérieures. Pourquoi? Parce que des conditions extérieures, eh bien justement, on ne peut pas y faire grand-chose, concrètement, directement parlant, je veux dire. On ne peut pas changer comme ça des choses. On peut les changer par contre de façon indirecte, mais en travaillant sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? En travaillant sur nous, ça va du coup transformer un petit peu le monde extérieur. Et plus on sera nombreux comme ça à prendre conscience et à prendre de la hauteur et à relativiser ces choses-là, et bien mieux ce sera. Voilà. Pour moi, la persona, comme l'ombre, c'est vraiment deux concepts fondamentaux. Et dans notre société, il faudrait vraiment qu'on réintègre ça. Je veux dire, moi, j'ai rien contre la psychologie, comment dire, l'approche freudienne ou voilà ou lacanienne. Bon, c'est intéressant, bien sûr, mais voyons aussi autre chose. Et voilà, creusons la question, appliquons-les et voyons où ça nous amène. Moi, je vous invite vraiment à faire la réflexion, vraiment à vous poser et à vous dire, voilà, est-ce que sur quoi je m'identifie, quel masque je prends, quel jeu je peux jouer, est-ce que je m'identifie pas trop à ça et qui je suis vraiment à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment essentiel. N'oublions pas que, en fait, tout cela, la société, le monde extérieur, c'est presque un théâtre, un film, une comédie permanente. Mais c'est pas qui on est, c'est pas ce que nous sommes. À l'intérieur de nous, il y a une force, il y a une énergie, c'est ce que Jung appelait le soi avec un grand S. On est connecté à cette force de vie, et cette force de vie s'exprime en nous sous la conscience. On est une conscience, on a une conscience libre en fait. Et ça, rien ni personne ne peut nous l'enlever. Et cette conscience libre, du fait qu'elle est connectée à cette énergie de vie, cette force vitale, potentiellement parlant, ouais, elle a un potentiel illimité presque. J'exagère, parce qu'il faut relativiser et mettre les choses dans le contexte, on va dire, matériel. Mais c'est toujours pareil. Il y a quand même ce potentiel latent qui est là, et qui s'exprime d'une façon différente selon les personnes. Il faut aussi faire attention justement à pas trop se comparer à d'autres, et à pas trop se comparer entre personas, on va dire ça comme ça. Parce que rien ni personne n'est supérieur à qui que ce soit, en fait. Ça n'existe pas. C'est une illusion, justement, un jeu de la persona, ça. Un jeu d'identification du moi et de l'ego, en fait. Hein. C'est un jeu d'ego. C'est un jeu de moi infatué. Fondamentalement parlant, ça n'existe pas. Et même les personnes qui ont un développement spirituel hyper élevé ne réfléchissent pas du tout de cette façon-là. Ça n'a rien à voir. Au contraire, si vous réfléchissez bien d'un point de vue bouddhiste, si vous êtes du côté de la philosophie bouddhiste, mais d'autres spiritualités aussi, bien sûr. En fait, on déconstruit les choses. On n'en rajoute pas, on défait. On déconstruit, on déconstruit, on déconstruit. Donc si vous cherchez à vous blinder trop, à trop résister mentalement, ou à trop renforcer à l'extérieur, eh bien, ça peut être le signe que vous cherchez à vous protéger, donc à survaloriser votre persona, et pas à rester tel que vous êtes, de façon authentique, intègre. Voilà. Et ce que je dis, bien entendu, c'est que c'est difficile d'être tout le temps comme on est, hein. Puis selon les circonstances, voilà, il faut avoir ce persona, ce masque, mais il faut l'utiliser de façon consciente, et savoir qu'il est là. C'est la grosse différence. Écoutez, je pense que il y a matière à méditer sur tout ça. Hein. Je vous invite à regarder le film The Mask, ça peut être drôle, hein, ça peut peut-être vous donner des idées pour vous dire, bah tiens, si je me mettais moi aussi un nouveau masque aujourd'hui, si je faisais des choses un petit peu dingues que j'ai jamais faites avant, me remettre un petit peu de folie dans la vie, un petit peu de folie douce, ouais. On se décomplexe, on se décontracte, voilà, ça peut être pas mal. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Just
que je vois Tina. Mais je dois y aller comment? Dois-je y aller visage découvert? Ou masqué? Si je vous le dis, vous me promettez de quitter ce bureau tout de suite? Très bien. Monsieur Hipkiss, allez-y tous les deux. Allez voir Tina, vous et le masque. Parce qu'ils ne font qu'une seule et même personne. Fort sympathique d'ailleurs. Mind telling us a little bit about how you construe this term persona? Well, this is a practical concept we need in elucidating people's relation. I noticed with my patients, particularly with people that are in public life, that they have a certain way of presenting themselves. For instance, take the doctor. He has a certain way. For instance, he has good bedside manners, and he behaves as one expects a doctor behaves. He may even identify himself with it and believe that he is what he appears to be. Yeah. He must appear in a certain form unless people don't believe that he is a doctor. And so when he is a professor, he's also supposed to behave in a certain way so that it is plausible that he is a professor, you know. So the persona is partially the result of the demands society has. And on the other side, it is a compromise with what one likes to be, or with what, or as one likes to appear. Say, yeah. Take, for instance, a parson. He also has his particular manner, and as corresponding to the general expectation, and he behaves also in another way, combined with his persona that is forced upon him by society in such a way that also his fiction of himself, his idea about himself, is more or less portrayed or represented. So the persona is a certain complicated system of behavior which is partially dictated by society and partially dictated by the expectations or the wishes one nurses oneself. Yes. Now, this is not the real personality, in spite of the fact that people will assure you that that is all quite real and quite honest, yet it is not. Yes. Now, such a performance, or say, the performance of the persona is quite all right as long as you know that you are not identical with the way in which you appear. Yeah. But if you are unconscious of this fact, then you get into sometimes very disagreeable conflicts. Namely, people can't help noticing that at home, for instance, you are quite different from what you appear to be in public. Yeah. And people who don't know it stumble over it in the end. They deny that they are like that, but they are like that. They are it. And then you don't know, now, which is the real man? Yes, yes. Is he the man as he is at home or in intimate relations, or is he the man that appears in public? It is a question of Jekyll and Hyde. Yes. Often.